Il est l'heure de vous informer. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Alors, avant ce journal, à Massissi, les affrontements aux armes lourdes et légères entre les Wazalendo et la coalition de l'AFC M23 dès ce vendredi 21 novembre 2025 dans le secteur d'Osso Bayungu, précisément dans les villages des Kibanda, ont créé une psychose totale chez les habitants du village. Suivez. Le village de Kibanda, dans les territoires de Massissi, s'est réveillé ce vendredi 21 novembre sous les détonations d'armes lourdes et légères dans les affrontements entre le Wazalendo et la coalition FC M23. Après son renforcement en hommes et en munitions depuis plus de 3 jours, la coalition de l'FC M23 a décidé de passer en attaque contre certaines positions du Wazalendo, notamment celle du village de Kibanda. Les armes lourdes et légères sont mises en apport par les ennemis dans ces confrontations, créant une psychose totale chez la population de Kibanda et des villages proches, Bouimba et disjoints de Kibanda, de 3 km simplement sur l'axe Niabiondo, Kasopo, Kimwantoto et Walikale. Cette occupation de Kibanda par la coalition AFC M23 pourrait leur donner davantage de la progression pour Kimwantoto, qui sont muselés par la coalition AFC M23. Entre-temps, il s'observe une tension vive dans la zone des combats. Sud Kivu, dans la nuit du jeudi 20 au matin du vendredi 21 novembre 2025, les obus lancés dans les affrontements entre le groupe loyaliste Wazalendo et la coalition FC M23 ont touché une école publique à Walungu dans le sud Kivu, causant des pertes en vies humaines. Suivez. À Walungu, au sud Kivu, une école primaire Walungu de Epoa a été détruite par des obus dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre pendant des combats intenses opposant la coalition AFC M23 aux combattants Wazalendo. Une maison en construction dans le village de Kibikwinja, situé à moins de 2 km du chef-lieu de Walungu, a également été touchée. Les résidents effrayés sont restés fermés dans leur domicile. Ces confrontations marquées par les crépitements des balles et des tirs d'obus ont commencé vers minuit de ce vendredi 21 novembre. Déjà des jours plus tôt, il y a eu plusieurs autres affrontements armés entre AFC M23 et les Wazalendo sur plusieurs axes de Mugaga, Bideka, Walungu Centre et Kanyola dans les territoires de Walungu, causant au moins 3 morts. Il s'observe un calme précaire depuis le matin de ce vendredi 21 novembre. Les combats se poursuivent autour du site minier de Karembu à la limite des territoires de Walungu, Chabunda et Mwenge. Poursuivons ce journal dans un communiqué rendu public. C'est vendredi 21 novembre. La MONUSCO condamne fermement les attaques meurtrières perpétrées par le milicien ADF du 13 au 19 novembre dernier dans plusieurs localités du territoire de Lubero au nord Kivu. La MONUSCO a indiqué que dans la localité de Biambwe, environ 17 civils, dont des femmes internées dans la maternité, ont été tués dans un centre de santé de l'église catholique. Au cours de ces attaques, 4 pavillons abritant des malades ont été incendiés. Ces attaques qui ont causé au moins 89 morts dans la chefferie de Baswacha et le secteur de Bapéré, rapporte la mission onusienne dans un communiqué publié ce vendredi 21 novembre. Bruno Lemoquin, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef par intérim, rappelle que les violences commises contre les civils, y compris dans les structures médicales, peuvent constituer des crimes de guerre et des violations graves du droit international humanitaire. Il réitère également l'appel du secrétaire général des Nations Unies demandant à tous les groupes armés locaux et étrangers de déposer les armes sans condition. Au total, 135 lauréats de l'Académie militaire de Kananga ont prêté serment lors d'une cérémonie présidée par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, M. Guy Kabondo Mwadianvita. Ce nouveau officier subalterne issu de la 20e session spéciale 2024-2025 inclut des magistrats militaires, juristes et médecins.
Poursuivons ces journaux. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a accueilli à l'aéroport international de Njili ce vendredi 21 novembre 2025 le mire du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, venu pour une visite officielle dans le rencontre de coopération bilatérale entre les deux États. Audrey Ugondalemba. Il est à peu près 11h heure de Kinshasa lorsque l'appareil du Qatar Amiri Flight de l'État du Qatar se pose dans les tarmacs de l'aéroport international de Njili ce vendredi 21 novembre 2025. À son bord, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, et d'autres membres de sa délégation qui arrivent à Kinshasa pour une visite officielle. À sa sortie, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani est accueilli par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi avant que les hymnes nationaux des deux États retentissent sur place et que les deux personnalités se rendent au salon présidentiel de l'aéroport international d'Njili où ils ont commencé leur discussion. Cette visite de l'émir du Qatar ouvre un nouvel épisode diplomatique pour la République démocratique du Congo. Les leaders qataris devraient aborder plusieurs dossiers clés destinés à redéfinir la coopération entre les deux pays. Au centre des échanges, les investissements, le Qatar, puissance financière mondiale, s'intéresse de près aux opportunités offertes par la République démocratique du Congo. Kinshasa espère attirer des capitaux dans l'énergie, les infrastructures et l'agro-industrie, des projets stratégiques qui pourraient soutenir la diversification économique voulue par les chefs de l'État congolais. Autre dossier sensible, la sécurité dans l'est du pays. Doha, déjà engagé dans plusieurs médiations internationales, pourrait proposer un appui diplomatique ou logistique aux efforts congolais pour la stabilisation de la région. Cette rencontre devrait également ouvrir des discussions sur la coopération sportive et culturelle. Le Qatar, très actif sur la scène sportive mondiale, pourrait accompagner la République démocratique du Congo dans la modernisation de ses infrastructures et la formation de ses cadres. L'arrivée de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, en République démocratique du Congo, marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales. Cet accueil intervient dans un contexte géopolitique tendu, mais Doha mise sur la diplomatie pour jouer un rôle central dans la stabilisation de la région des Grands Lacs. Le comité des femmes parlementaires de l'Union parlementaire africaine a tenu ce jeudi 20 novembre 2025 une réunion en marge de la 64e session du comité exécutif et de la 47e conférence de présidents des parlements de l'UPA qui se tient à Gold Tulip King Oasis Hotel à Kinshasa, capitale de la RDC. Suivez. Cette réunion, axée autour du thème « La gouvernance du numérique au service des droits de la femme », a été une occasion pour les femmes parlementaires de l'UPA de plaider pour le renforcement des capacités numériques de femmes et pour leur accès aux technologies numériques. Une réunion sanctionnée par une importante résolution constituée d'une panoplie de recommandations sur la gouvernance du numérique au service des droits des femmes. Une résolution adoptée à l'unanimité par les femmes membres de l'UPA. Elle sera soumise à la conférence de présidents pour approbation et validation. Dans son mot de bienvenue, Madame Tayed Ouassila, députée à l'Assemblée nationale populaire de l'Algérie et présidente du comité des femmes parlementaires de l'UPA, a, d'entrée de jeu, remercié les autorités et les peuples de la République démocratique du Congo, ainsi que les femmes parlementaires congolaises pour toutes les marques d'attention et de sympathie à l'endroit des délégués issus des différents pays de l'UPA. Revenant sur les thèmes de cette réunion, la présidente du comité des femmes parlementaires de l'UPA a fait savoir que les droits de la femme et la gouvernance numérique sont intrinsèquement liés. La gouvernance du numérique, qui englobe l'accès, l'utilisation et la gestion de technologies numériques, a un impact significatif sur la réalisation de l'égalité des sexes. Il est crucial que les femmes participent activement à la définition des politiques numériques et qu'elles aient accès aux technologies et compétences numériques pour s'épanouir dans un monde de plus en plus digitalisé, a déclaré Tayed Ouassila.
Pour maximiser l'impact positif du numérique, la présidente du comité des femmes parlementaires de l'UPA a souligné la nécessité de mettre en œuvre les politiques inclusives, de renforcer les capacités numériques des femmes et de garantir leur sécurité en ligne. Plusieurs femmes parlementaires de différents pays membres de l'UPA ont pris tour à tour la parole pour démontrer l'importance du numérique, qui constitue un levier de promotion des droits des femmes en Afrique. Dans la résolution sanctionnant cette réunion, il a été recommandé, outre de combler les fossés en matière d'accès numérique et de compétences, car les pays les moins avancés, seuls 25% ont accès à l'Internet, et majoritairement des hommes. Les femmes parlementaires ont recommandé la formation au numérique, notamment un enseignement au numérique dès le plus jeune âge. Elles ont aussi plaidé pour la création de technologies qui répondent aux besoins des femmes et encouragent les femmes et les filles dans les filières et entrées au numérique. À l'issue de l'élection du nouveau bureau, Madame Foda Arada du Tchad a été élue par consensus présidente. Madame Aï Sata du Niger a été quant à elle élue vice-présidente et Madame Aminata Sangara du Mali a été élue rapporteur. Toutes les femmes parlementaires présentes dans la salle ont reçu chacune un cadeau souvenir leur offert par le président de deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. Rappelons que la 84e session du comité exécutif de l'UPA a été clôturée mercredi 19 novembre 2025. Cette réunion du comité des femmes parlementaires de l'UPA précède la 47e conférence de présidents de Parlement de l'UPA qui s'ouvrira vendredi 21 novembre. Restons toujours dans ces journaux. Le 21 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la télévision en mettant en avant le rôle central de la télévision dans la diffusion de l'information, les divertissements et l'éducation à travers le monde. L'objectif de cette journée est de rencontrer l'influence de la télévision sur la mise des décisions politiques et économiques ainsi que son impact sur l'opinion publique. Dorcas Bambou. Cette journée de la télévision met en avant le rôle central de la télévision dans la diffusion de l'information, les divertissements et l'éducation à travers le monde. Bien que les technologies évoluent et que les plateformes numériques gagnent en populaire, la télévision reste un média influent capable de toucher des millions de personnes simultanément. La journée mondiale de la télévision est célébrée le 21 novembre, instituée par les Nations Unies. Cette journée souligne l'importance de la télévision en tant que vecteur de communication et de dialogue. Elle rappelle également la responsabilité des médias audiovisuels dans la transmission d'informations fiables et la promotion du débat public. Notons que cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996. Avec pour objectif reconnaître l'influence de la télévision sur la prise de décisions politiques et économiques. Pour l'année 2025, le thème de la dite journée est « La télévision change, sa puissance demeure ». Un thème qui souligne l'évolution du média face aux transformations numériques tout en réaffirmant sa puissance narrative et son influence. Bouclons ces journaux avec cette page sportive. Le Darling Club Motema Pembe et le Football Club, les Aigles du Congo, s'y sont neutralisés sur le score de 2 buts partout le jeudi 20 novembre 2025 au stade de Martyrs pour le compte de la 6e journée du groupe B du championnat national Illico Cash Ligue 1. Alors que le Majesté Sanga Balende s'est imposé à Lubumbashi contre le promu du cercle sportif Manieka 2 buts à 1 dans le groupe à Audrey Ugondalimba. Le stade de Martyrs a été le théâtre d'un affrontement haletant le 20 novembre entre les Daring Club Motema Pembe et le Football Club, les Aigles du Congo. Match comptant pour la 6e journée du groupe B du championnat national Illico Cash Ligue 1. Les deux équipes se sont séparées sur un score de début partout, offrant aux spectateurs un spectacle riche en émotions et en rebondissements. Daring Club Motema Pembe, jouant devant son public, a rapidement imposé son rythme grâce à une entame de match dynamique. Les coéquipiers de Njungu Mafouana, les capitaines
Dauphin ont ouvert les scores dès la première mi-temps avant que les Aigles du Congo réagissent avec rigueur. Les visiteurs ont égalisé juste avant la pause, profitant d'une erreur défensive des locaux. La seconde période a été marquée par une intensité accrue. Daring Motema Pembe a repris l'avantage grâce à une belle action collective, mais les Aigles du Congo ont une fois de plus trouvé les ressources pour revenir au score en toute fin de match. C'est là ainsi un match nul début partout. Ces résultats permettent au Daring Motema Pembe de conserver sa position dans les hauts du classement, mais laisse un goût d'inachevé face à un adversaire coriace qui continue de surprendre par sa solidité et sa capacité à revenir au score. Les supporters ont assisté à une rencontre vibrante qui illustre parfaitement les suspens et la qualité du championnat national. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et grand merci à l'équipe rédactionnelle de Michapi Voice Télévision et à l'assistance des Nice. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes Michapi Voice Télévision.